1892. La première photo de Staline, enfant de cœur, à 14 ans. Il est né le 6 décembre 1878 à Gori, une petite ville à 2 jours de marche de Tiflis, la capitale de la Géorgie, alors annexée à l'Empire russe, le plus vaste du monde, 170 millions d'habitants. À Saint-Pétersbourg règne depuis 3 siècles la longue lignée des Romanov. L'empereur, le tsar, un mot qui vient de César, est alors Nicolas II, souverain faible et religieux. Son père est un cordonnier porté sur le vin rouge local, Vissarion Djoukashvili, auquel Joseph ressemble tant. Joseph, fils de Vissarion, en russe, Joseph Vissarionovitch Djoukashvili, dit Staline, cachera le souvenir de ce père ivrogne et violent. Comme il cachera les nombreuses infirmités de son enfance, ses pieds palmés, les maladies qui ont tué ses 2 frères, la variole qui a laissé sur sa peau des traces indélébiles que les maquilleurs du Kremlin s'efforceront de masquer. Son bras gauche est plus court que l'autre. Il boite depuis qu'une charrette s'est renversée sur lui à l'âge de 12 ans. Ce qu'il ne peut dissimuler, c'est son lourd accent géorgien. Il y entre à 16 ans, en 1894, avec une bourse, parce qu'il est remarqué pour sa mémoire exceptionnelle et pour sa voix, quand il chante les psaumes. Le séminaire, c'est le vœu de sa mère, Ekaterina, si pieuse, qui le frappe autant que son père. Staline a toujours préféré oublier et cacher cette famille. Sa mère ne voulait pas qu'il reste au village, qu'il soit cordonnier, comme le souhaitait son père. Elle a choisi le séminaire. Elle veut qu'il soit évêque. Et lui, qui ne parle que le géorgien, il va apprendre le russe, le grec et l'arithmétique. C'est encore un adolescent qui écrit des poèmes comme celui-ci. Dans l'ombre de la nuit, le chant de l'alouette s'envole plus haut que les nuages. Et les doux accents du rossignol, dans les taillis, bercent les enfants. Au séminaire de Tiflis, il perd la foi. Dans ce terreau pour révolutionnaires, il apprend des prêtres orthodoxes sales et méchants et de leurs gardiens alcooliques les techniques répressives. Staline les énumère lui-même, il dit « surveillance, espionnage, intrusion dans la vie intérieure, viol des sentiments ». Mais il apprend aussi la vertu du silence. Pour Staline, il vaudra toujours mieux écouter que parler. Ne jamais révéler ses sentiments. Ne jamais se trahir. « 1898, il a 20 ans, il change. Il provoque les autorités. Il refuse de se couper les cheveux. Il se laisse pousser la barbe. Il lit des ouvrages interdits de Zola ou de Victor Hugo qui protestent contre l'injustice sociale. Il est expulsé du séminaire. Il prend alors son premier pseudonyme, Koba, le nom d'un Robin des Bois du Caucase. Il se veut chef de bande. En 1901, à Tiflis, il entre au Parti social-démocrate clandestin et il est aussitôt repéré par la police secrète du tsar, l'Okhrana. Il travaille quelques mois à l'Observatoire météo, ce qui lui laisse du temps pour lire les ouvrages de l'Allemand Karl Marx, qui écrit avec Friedrich Engels, dès 1847, le manifeste du Parti communiste. Texte qui appelle à la fin de la propriété privée, du capitalisme, à l'union des ouvriers du monde entier et à la révolution par les armes. Marx dénonce l'exploitation de l'homme par l'homme et le malheur d'un prolétariat qui n'a, dit-il,
plus rien à perdre que ses chaînes. Les peintures naïves staliniennes montrent le futur dictateur en marxiste endoctrinant les ouvriers. Il dit « Pourquoi n'avons-nous aucun droit politique ? Comment transformer nos existences ?» Pour lui, l'Empire russe du début du XXe siècle est une société féodale qu'il faut détruire. Une nouvelle classe ouvrière se développe, en même temps que la Russie s'industrialise. Surtout dans le Caucase, des puits de pétrole de Bakou, les raffineries font la fortune de quelques-uns et la révolte des exploités. Leur chant révolutionnaire, c'est la Marseillaise, en russe, avec d'autres paroles. À 23 ans, Joseph Djougashvili est envoyé par les socialistes à Bakou organiser des manifestations et des grèves interdites qui confirment sa vocation de meneur. Il est exalté par la lecture d'un extrémiste russe du XIXe siècle, Nechaïev, et son catéchisme révolutionnaire. Le révolutionnaire n'a ni intérêt personnel, ni sentiment, ni même de nom. Il a coupé tout lien avec toute loi et toute moralité. Ennemi implacable du monde civilisé, s'il y vit, c'est pour le détruire. Tout sentiment d'amitié, de gratitude et d'honneur doit être étouffé en lui par l'unique passion révolutionnaire. Joseph Djougashvili, agitateur révolutionnaire, est arrêté le 5 avril 1902. Sa fiche de police indique taille 1,62 m, cheveux bruns, corpulence moyenne, âge 24 ans. Il dira « Les prisons du tsar sont des maisons de repos ». En effet, la discipline et le traitement des prisonniers n'ont rien à voir avec les futures méthodes staliniennes, d'une autre cruauté. Il reste 1 an dans cette cellule. Il passe son temps à lire. Comme ce manuel pratique du révolutionnaire, intitulé « Que faire ?», signé Lénine. L'auteur de cette brochure est un marxiste russe en exil, Vladimir Ilitch Ulyanov, qui se fait appeler Lénine, pseudonyme tiré de la Léna, le grand fleuve de Sibérie. Lénine va devenir le guide de la révolution. Staline, 1903. Il s'appelle encore Djougashvili. Il a 25 ans. Entre 2 séjours en prison, il rejoint la tendance la plus dure du Parti socialiste clandestin, les bolcheviks de Lénine. Toujours en exil, toujours exalté. Lénine repère Djougashvili et favorise son ascension à la tête des bolcheviks du Caucase. Lénine apprécie son sectarisme marxiste et surtout son apport au financement des bolcheviks, avec ce qui est pudiquement appelé les expropriations, en fait, les braquages de banques. Pour Joseph Djougashvili, ces attaques à main armée sont légitimes parce que son projet marxiste est au-dessus de la loi. La fin justifie les moyens. Le plus célèbre de ces braquages a été reconstitué sous l'ère soviétique. L'attaque, organisée par le futur Staline le 12 juin 1907 du convoyeur de fonds de la Banque centrale de Tiflis. Le butin est l'équivalent de 6 millions d'euros. Mais l'opération fait 5 morts et 16 blessés. Beaucoup de socialistes condamnent ces actes de pur banditisme. Djougashvili se défend. Il dit « Nous devons rester dans l'illégalité jusqu'à la révolution. Entrer dans la légalité serait devenir normal. Seule la lutte armée vaincra le tsarisme. » À Bakou, il se lance dans le racket, avec le secrétaire du syndicat du pétrole, Voroshilov,
Il contrôle 50 000 ouvriers. Il rançonne les riches industriels. Il les menace de grève ou d'incendier leur puits. Il change sans arrêt d'apparence. Il devient l'un des parrains du banditisme géorgien. Il mérite son pseudonyme de Staline, l'homme d'acier. À la trentaine, son appétit sexuel est intarissable. Ses yeux sont brûlants, dit l'une de ses jeunes conquêtes. Sa vie clandestine, dangereuse, ne l'encourage pas à fonder une famille. Pourtant, entre deux arrestations, il rencontre une jolie couturière, Ekaterina Svanidze. Il est si attaché qu'il accepte pour la première fois de se marier et à l'église. Mais 3 ans après, elle meurt à 22 ans de la tuberculose. Il dira « Cette créature avait su adoucir mon cœur de pierre. » Elle lui avait donné un fils, Yakov, que Staline accepte même de faire baptiser. Il ne peut pas s'en occuper. Yakov est élevé par ses grands-parents géorgiens. 1914. Staline ne participe pas à la Première Guerre mondiale. Après de multiples arrestations et évasions, il a fini par être déporté en Sibérie. Cloîtré 3 ans dans une isba, il refait le monde avec d'autres marxistes exilés. Comme Lev Kamenev, qui deviendra l'un des grands hommes de la Révolution et qu'il fera exécuter 20 ans plus tard. « 12 mars 1917, Staline, libéré, arrive à Saint-Pétersbourg, rebaptisé Petrograd, après la première révolution de février 1917, qui a chassé le tsar. Nicolas II dit « Je suis né pour le malheur et j'ai apporté le malheur à la Russie. » Le gouvernement provisoire du socialiste Alexandre Kerensky veut tenir les engagements de la Russie. En continuant la guerre, il a besoin d'hommes. Staline, convoqué pour l'armée, est réformé à cause de son bras atrophié. Il rejoint alors ses amis bolcheviks, eux aussi sortis de la clandestinité. Il devient l'adjoint de Kamenev à la direction du quotidien La Pravda, la vérité, qui soutient alors le gouvernement provisoire. Lénine revient de Suisse le 3 avril 1917. Il rejette ce gouvernement qui continue ce qu'il appelle la guerre impérialiste. Lénine expose son programme révolutionnaire. Pour lui, comme pour Staline encore dans l'ombre, il faut donner tout le pouvoir aux soviets, les conseils d'ouvriers et de soldats qui se forment dans les villes. Lénine veut la fusion de toutes les banques, la confiscation des grandes exploitations agricoles, été 1917. L'influence des bolcheviks grandit dans le pays. Grâce au slogan de Lénine, « Je vous apporterai la paix, la terre et le pain ». D'autres pancartes se font plus menaçantes. Elles proclament « À bas le gouvernement provisoire, à bas les ministres capitalistes ». Léon Trotsky, 38 ans, est un brillant intellectuel juif marxiste, revenu d'exil à Paris puis à New York. Il n'a rien d'un prolétaire. Il a tout pour déplaire à Staline, qui n'est pas à l'aise en public, qui jalouse ses talents d'orateur. Trotsky a le don de rallier les foules à la cause bolchevique. Alors, le chef du gouvernement provisoire, Kerensky, décide de se débarrasser des bolcheviks. Il lance une vaste opération de police. 800 bolcheviks sont arrêtés, dont Trotsky et Kamenev.
Lénine s'enfuit en Finlande avec l'aide de Staline, qui lui a rasé sa barbiche et l'a déguisé en paysan. Staline reste. Il devient le messager de Lénine. Il prend de l'importance. Le froid qui arrive accroît la tension du pays, en proie aux grèves et à la faim. Après 3 mois d'absence, Lénine décide de revenir à Petrograd pour déclencher l'insurrection. Le soir du 7 novembre 1917, les bolcheviks s'emparent de tous les points stratégiques de la capitale, la centrale électrique, la poste, les ponts. Ils libèrent leurs prisonniers. Le palais d'hiver, l'ancienne résidence du tsar, est le dernier refuge du gouvernement provisoire de Kerensky. Il n'est plus défendu que par un bataillon de jeunes femmes. Les soldats de la garnison, affamés, sont partis chercher de la nourriture. Le croiseur Aurore, rallié aux révolutionnaires, tire une salve à blanc. C'est le signal de l'assaut contre le palais d'hiver. Les 140 jeunes femmes héroïques se défendent jusqu'au bout. Les bolcheviks capturent les membres du gouvernement provisoire. Leur chef, Kerensky, réussit à s'enfuir pour un long exil en Amérique. Ce coup d'État est appelé Révolution d'octobre. Les bolcheviks sont au pouvoir. Lénine forme son gouvernement. Lénine, pour ne plus employer des mots bourgeois comme ministre, utilise le terme de commissaire du peuple. Lénine nomme Staline commissaire aux nationalités. Il est chargé de régler les velléités d'indépendance aux frontières. Le Géorgien, qui a toute sa confiance, avait écrit en 1913 une brochure intitulée « Le marxisme et la question nationale ». Petrograd, novembre 1917. Après ce coup d'État bolchevique, la vie reprend son cours normal. Il n'y a plus d'affrontements de milices dans les avenues. L'écrivain Maxime Gorky dit « Que va-t-il se passer maintenant ? J'ai bien peur que beaucoup de sang ne coule, bien plus qu'il n'a jamais coulé. » Lénine apparaît avec sa maîtresse, une militante française, Inès Armand, et son épouse, Nadejda Krupskaya, une bolchevique de la première heure. Il est soumis à 2 pressions, faire la paix avec l'Allemagne et faire face à une menace politique. Le gouvernement provisoire avait organisé depuis des mois des élections. Lénine maintient le scrutin pour légitimer son pouvoir. Les premières élections libres de l'histoire de la Russie ont bien lieu le 25 novembre 1917. 3 semaines seulement après leur coup d'État, c'est une défaite absolue pour les bolcheviks. Ils ont 168 députés contre près de 400 pour les socialistes révolutionnaires, plus modérés et plus démocrates. Lénine dissout immédiatement cette assemblée. Il établit sa dictature, qu'il appelle « dictature du prolétariat ». Il promet une société sans classe. Il suspend toutes les libertés, interdit les partis politiques, supprime la liberté de la presse et le droit de grève. Lénine désigne tous ses opposants de droite comme de gauche comme ennemis du peuple ou contre-révolutionnaires. Pour les neutraliser, il crée une nouvelle police politique, la Tchéka, initiale russe de Commission de répression de la contre-révolution. Lénine dit « Lançons une terreur de masse impitoyable. Une révolution sans peloton d'exécution n'a aucune chance. » La Tchéka, la police politique, est organisée par le Polonais Félix Dzerzhinsky. Il sort lui-même très diminué des prisons du Tsar, où son activité révolutionnaire l'a plongé toute sa vie. Il a une âme implacable d'inquisiteur. Il dit « Nous n'avons que faire de la justice.
Nous sommes en guerre sur le front le plus cruel. Ce document unique nous fait pénétrer dans les coulisses de la Tchéka. Les tchékistes, recrutés parmi les fanatiques bolcheviques ou les pires délinquants psychopathes, sont filmés ici après le pillage d'un appartement, pudiquement appelé « contribution de la bourgeoisie ». En 6 semaines, la Tchéka, la police politique, commet 50 000 assassinats. Plus de droit, plus de justice. Le procureur général dit « Nous ne devons pas seulement exécuter les coupables. L'exécution des innocents impressionnera bien mieux les masses. » Dans cet univers de terreur, Staline séduit sa secrétaire, Nadejda Alilouyeva, 16 ans. Il la connaît depuis l'âge de 4 ans. Ses parents, fervents bolcheviques, avaient caché Lénine recherché par la police. Staline avait déjà eu une aventure avec sa mère, adepte de l'amour libre. Il épouse Nadejda, qui lui donne 2 enfants, au destin singulier. Elle se révélera courageuse et capable d'affronter, à ses risques et périls, le tyran rouge. « 3 mars 1918. Les soldats russes et allemands sortent de leurs tranchées et fraternisent au mot d'ordre de la Révolution internationale. Les banderoles proclament « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Lénine et les bolcheviks viennent de signer avec l'Allemagne le traité de paix de Brest-Litovsk, désastreux pour la Russie, qui perd une bonne partie de son territoire, la plus riche en blé et en acier. Petrograd est jugé trop près de la frontière allemande. Les bolcheviks choisissent de revenir à l'ancienne capitale, Moscou. Moscou, mars 1918. Lénine pose devant le célèbre canon du Kremlin. Le Kremlin, la citadelle qui abrite les tombes des 47 tsars. Le tsar, aujourd'hui, c'est un marxiste, Lénine, le dictateur de la Russie. Son régime repose sur 3 piliers. Le parti bolchevique, la police politique et les gardes rouges qui vont devenir l'armée rouge. Mais le pouvoir de Lénine est fragile. Il est encerclé par les forces hostiles au bolchevisme. Dans toute la Russie se forment des armées de gardes blancs, souvent anciens soldats tsaristes, qui vont se livrer à une lutte féroce contre les rouges, ouvriers et paysans, souvent sans uniforme, mal armés, mal équipés, indisciplinés. Alors Lénine nomme Trotsky commissaire du peuple à la guerre. Militaire dans l'âme, Trotsky avait brillamment organisé le coup de force bolchevique de novembre 1917. Toute son énergie est nécessaire. La guerre civile commence. Elle va durer 4 ans et faire 10 millions de morts. Tous rivalisent de cruauté. Il n'y a pas de prisonniers. Ce soldat bolchevique défie en souriant les Blancs qui vont le tuer. Le voici, à droite, les narguant jusqu'au dernier moment. La mort est devenue, en Russie, la compagne intime de tous les instants. Le 30 août 1918, le gouvernement bolchevique officialise la terreur rouge. Il décrète « Il faut isoler les ennemis de classe dans des camps de concentration et fusiller sur le champ tout individu impliqué dans des organisations blanches, dans des insurrections et des émeutes. » Tels les cavaliers de l'Apocalypse, les bolcheviks sèment la mort et la désolation pour se maintenir au pouvoir. Staline joue déjà un rôle dans le premier gouvernement communiste de l'histoire, présidé par Lénine, qui apprécie cette détermination. Staline est commissaire à l'approvisionnement. Il part pour Tsaritsyn
collecter du blé pour la capitale, qui a faim. Il commence par faire rafler tout le grain, déclenchant révolte et famine. Staline est chargé aussi par Lénine de surveiller celui qui assure la défense de ses riches terres agricoles, le puissant commissaire du peuple à l'armée, Léon Trotsky, qui acquiert trop d'autonomie. Trotsky, pour sauver Tsaritsyne menacée, continue à encadrer ses troupes avec d'anciens officiers de l'armée du tsar, plus compétents. Staline s'oppose à Trotsky. Il accuse ses officiers de complicité avec les Blancs. Il décide de les supprimer. Il les fait entasser dans des barges au milieu de la Volga. Staline s'improvise chef de guerre, rase les villages, fusille, répand la terreur. Il se mêle maladroitement de stratégie, mais Trotsky, avec la même violence, mais plus d'habileté, rétablit la situation. Ce qui n'empêchera pas Staline de se proclamer le vainqueur de Tsaritsyne et d'adopter cette tenue militaire qu'il ne quittera plus. Prisonnier des bolcheviks, Nicolas II, avec le tsarevitch, le prince héritier, l'impératrice et leurs 4 filles, avaient été déplacés tout au long de la guerre civile, jusqu'à cette maison aux portes de la Sibérie, où ils avaient été tués. Qui avait donné l'ordre de tirer? Qui dans ce régime donne vraiment les ordres? Est-ce Lénine, le fondateur, le guide suprême? Le conseil des commissaires du peuple, le gouvernement dont Staline est membre? 1921. Après 4 ans de guerre civile en Russie, des millions de morts, d'émigrés, d'orphelins, la famine fait des ravages. Staline s'inquiète de voir toujours Trotsky triompher sur la place rouge. Pourtant, le communisme de guerre a entraîné l'effondrement de l'économie. Le rationnement est féroce, sauf pour les 20 000 cadres du parti et de la police, qui ont droit à 4 kilos de viande et 4 kilos de poisson par mois, alors qu'un ouvrier n'a que 200 grammes de poisson, pourri. Les ouvriers ne peuvent plus nourrir leur famille. Ils se révoltent, alors que la grève est interdite depuis décembre 1917. Trotsky dit « Toute résistance peut être surmontée par ce mot, fusillé ». C'est alors que les 18 000 marins et officiers de Kronstadt, la base navale de l'ancienne capitale, Petrograd, se déclarent solidaires des ouvriers en grève. Leur mot d'ordre, les soviets oui, mais sans les bolcheviks. Trotsky ordonne l'assaut contre les marins de Kronstadt le 7 mars 1921. Sur la Baltique gelée, 20 000 soldats de l'armée rouge avancent et derrière eux, pour les empêcher de reculer, les hommes de la police politique se positionnent avec leurs mitrailleuses. Après 10 jours de combats sanglants, les mutins, à bout de vivres et de munitions, se rendent aux soldats de l'armée rouge. 2168 marins sont fusillés et enterrés groupés. Ce sont pourtant les mêmes qui avaient permis la victoire des communistes en 1917. Mais la révolte des marins de Kronstadt oblige Lénine à faire marche arrière. Il dit « Nous pouvons revenir quelque peu sur nos pas, sans détruire la dictature du prolétariat. » Dès mars 1921, Lénine institue la NEP, initiale de Nouvelle Politique Économique, une libéralisation temporaire mais spectaculaire. Dénationalisation, fin des réquisitions forcées, fin du travail obligatoire, rétablissement de l'héritage. Les paysans peuvent de nouveau, librement, vendre leurs récoltes. Les boutiques se remplissent. Moscou recommence à espérer et à faire la fête.
Les bolcheviks ont besoin d'argent. Lénine envoie au Politburo, le 19 mars 1922, la directive suivante. Nous devons confisquer les biens de l'Église. Nous devons livrer bataille au clergé de la manière la plus résolue, écraser sa résistance avec une telle cruauté qu'il ne l'oubliera pas. Lénine conclut: la violence est la vérité de la politique. Les événements se précipitent au Kremlin. Les Rolls des dirigeants bolcheviques arrivent. Le 3 avril 1922, celui qui est appelé le meilleur disciple de Lénine, Staline, devient secrétaire général du Parti communiste. Il est puissant. Lénine est soudain terrassé, à 52 ans, par un accident vasculaire cérébral, le 25 mai 1922. Il est à moitié paralysé. 6 mois plus tard, il est victime d'un deuxième AVC. Le comité central du parti confie à Staline le soin de veiller sur lui. Staline l'isole et empêche son entourage d'écrire quoi que ce soit sous sa dictée. Et l'année se termine par la création, le 22 décembre 1922, de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, dont l'emblème est la faucille du paysan et le marteau du prolétariat ouvrier. Cette annonce grandiose et la fin de la guerre civile laissent espérer un répit. Mais la terreur s'abat de plus belle. Les fourgons de la police politique déversent leur cargaison de condamnés d'avance. Le commissaire du peuple à la justice, Isaac Steinberg, s'enfuit en Allemagne en 1923. Il avait dit à Lénine: « À quoi bon un commissariat à la justice? Appelons-le plutôt commissariat à l'extermination sociale. » Lénine avait répondu: « Excellente idée. » Steinberg écrira: « La terreur, c'est le réseau étroit de la surveillance, la police secrète qui observe tous les faits et gestes, les provocations, les formes méprisantes, humiliantes et douloureuses des interrogatoires, les prisons bondées où l'on affame, les déplacements de population, les réquisitions, les confiscations qui frappent les affamés et les épuisés. » Staline porte le cercueil de Lénine. La veuve de Lénine, Nadejda Krupskaya, révèle qu'il aurait quand même réussi à dicter un testament où il aurait dit: « Staline est trop brutal. Je propose aux camarades d'étudier un moyen de le démettre de son poste de secrétaire général. » Staline réagit très violemment et oblige, sous la menace, la veuve de Lénine à publier un démenti dans la Pravda. Tous ceux qui portent le cercueil, les fidèles des fidèles, les bolcheviks de la première heure, qui chercheront à utiliser ce testament pour écarter Staline, en mourront. Le vrai testament de Lénine, respecté à la lettre par son héritier, Staline. Ce sont ses préceptes. L'épuration sans fin du corps social, la traque du parasite, le faux communiste, infiltré dans les organes du parti-État. La tâche essentielle est de se débarrasser de ces parasites, des survivants de la maudite société capitaliste. Pour Staline, comme pour Lénine, ce sera la purge permanente. La lutte contre l'ennemi ne sera jamais achevée. Pendant que la dépouille de Lénine est rapidement embaumée, Staline fait dynamiter le sol gelé devant le mur du Kremlin.
pour poser les fondations d'un mausolée, d'abord en bois, puis en granit rouge et marbre noir. Avec une tribune sur laquelle les tout-puissants dirigeants communistes viendront dominer le peuple. Mais le peuple aime Trotsky et Staline est encore obligé de l'applaudir. Une lutte à mort souterraine ne fait que commencer. Devant le tombeau, les pionniers et les komsomols, les jeunesses communistes, défilent toute l'année. Dans leur rang, Vassili Nikolaïev pleure. Il dira « Mais comment le grand Lénine peut-il être mort? C'est impossible, c'est un saint. » Le culte de la personnalité commence. Staline institue une commission pour l'immortalisation de la mémoire de Vladimir Ulyanov, dit Lénine. Et le nom de Lénine est donné à Pétrograd, l'ancienne capitale, Saint-Pétersbourg, qui s'appellera désormais Léningrad. Staline n'a pas encore le pouvoir de tuer ses ennemis. Mais au bout de 3 années de lutte tenace et de complot perfide, il obtient l'exclusion du parti de Trotsky. Staline peut alors humilier Trotsky, l'exiler dans une lointaine république soviétique d'Asie centrale, le faire filmer, encadré sans ménagement par des policiers dont le chef, à droite, pistolet dans la poche, dirige la caméra. Staline obtient ensuite du Politburo que ce fondateur de l'URSS soit accusé d'activité anti-soviétique et expulsé. « 21 décembre 1929, Staline a 50 ans. Il est le maître absolu de l'Union soviétique. Il convoque les caméras au Kremlin devant une statue de Lénine pour signifier qu'il est son continuateur. Avec ses hommes de main, dont le dévouement aveugle est gagé sur leur vie, Staline peut enfin se débarrasser de la NEP, la tentative libérale, et se lancer dans la collectivisation. Dans les couloirs du Kremlin est affiché le quotidien du parti, la Pravda, avec ce titre en première page. Un grand salut bolchevique aux plus grands dirigeants communistes du monde. « 1930, Staline règne. Mais il arrive tout juste à contrôler le pays. Il se sent entouré d'ennemis qu'il traque avec sa police politique. Rien ne doit freiner l'utopie. Transformer la Russie en un immense champ peuplé de paysans, devenus des ouvriers de la terre. Fini les isbas et les fermes ancestrales. Ils vivront en communauté, dans les kolkhozes. Ils produiront les millions de tonnes de blé vendus par l'État pour acheter les machines qui fabriqueront les tracteurs, les chars, les avions. Ainsi, l'Union soviétique rattrapera en 5 ans un retard de 100 ans, dit Staline. C'est son premier plan quinquennal. Mais Staline se heurte immédiatement aux paysans. Ils refusent de perdre leurs terres. Ils refusent la collectivisation. Staline leur fait donner un surnom infamant. Koulak, profiteur, exploiteur. Et il fait préciser le terme de koulak. Tout fermier qui a des salariés, qui possède un moulin, une fromagerie, une sécheuse de pommes de terre, des machines agricoles à moteur et du bétail. Une définition si vague qu'elle ouvre la voie aux dénonciations, aux règlements de compte, au viol. La police se déchaîne contre ceux qui tentent de cacher leurs réserves de grains. La résistance des paysans est telle que le pouvoir mobilise 27 000 dékoulakisateurs, des militants communistes venus des villes,
et une horde misérable de journaliers payés en part de butin. La police de Staline envoie un rapport. On ôte aux paysans leurs vêtements d'hiver et leurs sous-vêtements chauds. On s'empare des chaussures. On confisque jusqu'aux petits oreillers placés sous la tête des enfants et toutes les icônes religieuses pour les brûler. Staline veut entraîner toute la population dans la croisade contre les paysans en encourageant la délation. La propagande diffusée dans les salles de cinéma montre une jeune tatar de Crimée, Olga Balikina, célèbre pour avoir accusé son père de voler du blé dans son kolkhoz. Félicitée par le parti, elle est fêtée par les pionniers, les 9-14 ans, et les komsomols, les 15-18 ans, organisation de masse créée par Lénine. Olga dit « J'ai agi comme tous les pionniers doivent agir ». En faisant le salut des pionniers, elle récite « Staline, tu es plus haut que les espaces célestes. Staline, tu es plus lumineux que le soleil. » 2 millions de paysans ont été envoyés défricher la Sibérie. 300 000 autres déportés au goulag. Et 300 000 exécutés. Kalinine, censé représenter les paysans auprès de Staline, n'ose pas lui dire qu'il reçoit des milliers de suppliques. Comme celle-ci. Les Blancs nous dépouillaient, mais au moins, ils nous laissaient vivre. La guerre civile avait entraîné les famines de 1918 et 1921. La famine, organisée par Staline dès le début des années 30, est la plus catastrophique, surtout en Ukraine. 5 millions d'êtres humains meurent de faim. La doctoresse Margarita Pogrebitskaya témoigne. En ukrainien, on a appelé la famine Holodomor, extermination par la faim. On leur avait tout pris. Tout confisqué jusqu'à la dernière miette. Une mère a tué un de ses enfants à coups de hache pour le faire cuire et le donner à manger aux autres. Et personne ne posait de questions. Alors que les membres du Politburo affectionnent comme Lénine les Rolls, Staline préfère une voiture américaine de luxe, la Packard. Il se fera construire une vingtaine de datchas, des villas somptueuses réparties dans toute la Russie selon les saisons. Il y est heureux. Il chante sans arrêt des airs d'opéra. Il dirige le pays par télégramme, par des lettres précises, et en convoquant ses collaborateurs. Pendant que son peuple agonise de faim, il pêche la truite et lit beaucoup. Il a une bibliothèque de 20 000 livres. Il est capable de citer la Bible ou Bismarck, modèle politique allemand de nationalisme. Il trompe sa femme avec sa coiffeuse, qui le rase tous les matins. Il joue au gorodki, variante russe de la pétanque, avec ses complices. Son passe-temps favori, c'est de planter des arbres, des citronniers, des orangers. Sur les photos, apparaît maintenant, souvent, un policier. Il s'appelle Lavrenti Beria, un Géorgien comme Staline. Il s'est fait remarquer par sa cruauté et son sadisme exceptionnel. Il se rapproche de plus en plus de Staline, qui le nommera chef du NKVD, le nouveau nom de la toute-puissante police politique.
Staline le présentera à Roosevelt en 1945 à Yalta comme « notre Himmler à nous ». Nadejda craint Beria. Elle le déteste. Quand il est là, elle retourne à Moscou. Elle écrit à Staline. Elle ose évoquer les queues devant les magasins vides. Ce qu'elle n'ose pas dire, ce sont les paysans qui ont fui vers la ville et qui meurent de faim dans les rues. Nadejda, femme généreuse et pleine d'idéal, ne reconnaît plus celui qu'elle a appelé le révolutionnaire indomptable, l'homme nouveau. Elle lui dit « Un bourreau, voilà ce que tu es devenu. » Nadejda, le 7 novembre 1932, défile avec les étudiants de l'Académie industrielle de Moscou pour le 15e anniversaire de la Révolution. Staline, à la tribune sur le mausolée de Lénine, semble particulièrement tendu. Juste après l'armée, la police est à l'honneur. Un grand banquet clôt les festivités au Kremlin. Nadejda est découverte dans la chambre conjugale, morte d'une balle dans le cœur, un pistolet à la main. Elle avait 31 ans. La police conclut aussitôt au suicide. Le bruit se répand que Staline l'a tuée après une violente dispute. Elle a droit à des obsèques solennelles. Staline n'est pas là. Le suicide de Nadejda, présenté ensuite officiellement comme une crise d'appendicite, apparaît, au-delà du désespoir, comme un acte politique de défi envers Staline. D'autres morts vont s'accumuler. Les artistes, qui avaient cru que la révolution leur apporterait la liberté créatrice, se voient imposer par Staline la doctrine officielle du réalisme socialiste. Tous, peintres, musiciens, poètes, écrivains, que Staline appelle les ingénieurs de l'âme, doivent exalter le travail, la famille et la patrie, et surtout la gloire de Staline. Ceux qui ne sont pas en prison ou en exil tentent encore de résister. Ossip Mandelstam, le plus grand poète russe de cette époque, est arrêté et meurt de faim et de froid au goulag. Il avait écrit « Le montagnard du Kremlin ». Ses doigts sont gras comme des vers. Des mots de plomb tombent de ses lèvres. Sa moustache de cafard nargue. Chaque mise à mort est une fête. Et vaste est son appétit. Dans les appartements communautaires, confisqués aux bourgeois, où s'entasse une famille par pièce, chacun a peur de l'autre. Le grand écrivain russe Mikhaïl Bulgakov a décrit ce temps avec son humour sinistre. Et voilà que commencèrent à se produire des faits inexplicables. Des gens disparaissaient de cet appartement sans laisser de traces. Une fois, un policier se présenta, fit appeler un locataire et lui dit de passer au commissariat juste pour 1 minute. Il ne revint jamais. Un second locataire disparut un lundi. Le matin, comme d'habitude, une voiture était passée le prendre pour l'amener à son bureau. Elle ne revint pas. Vassili Nikolaïev raconte son passage en prison. Il y avait surtout des gens simples. Un étudiant qui avait écopé de 10 ans de camp pour avoir raconté une histoire drôle. Un chauffeur routier, il était là parce qu'il ressemblait à Staline. Un coiffeur qui n'avait pas sa carte du parti. Le chef d'une laverie qui, lui, avait sa carte. Et aussi un vieux qui se réjouissait et nous disait « Je suis tellement content que vous, des communistes, soyez aussi en prison et que vous n'y compreniez rien, comme moi. »
Dans toute l'Union soviétique, les wagons-prisons n'ont jamais transporté autant de déportés vers le goulag. Marina Isaïtchik dit « Il y avait un trou dans le plancher, et pour les gros besoins, un seau derrière un drap. » Le voyage a duré 7 jours. On dormait sur le sol. On nous a débarqués au fond de la taïga. Très vite, on a commencé à avoir le scorbut. On perdait les dents. On construisait. On faisait tout à la main. Attends, supporte, attends, sois patiente. Les centaines de camps du goulag, baptisés camps de travail correctif, deviennent un énorme réservoir de main-d'œuvre gratuite pour les projets pharaoniques de Staline. Comme, en 1932, le canal pour relier la Baltique à la mer Blanche, le Bielomor Canal. 300 km à travers des montagnes de granit, creusées à la main. Au son d'orchestre de déportés. Sur le Bielomor Canal, les cadences de travail sont infernales. 30 000 déportés meurent d'épuisement. Pour aller plus vite, le chef de la police politique, Yagoda, impose aux ingénieurs déportés de réduire la profondeur du canal, ce qui va interdire toute navigation. Seuls pourront s'y risquer les rares bateaux de plaisance de l'URSS, comme celui de Staline, qui vient quelques heures manifester son mécontentement. Il décide de faire construire plus tard un meilleur canal, puisque la main-d'œuvre est inépuisable. Il faut déjà achever d'autres projets grandioses, comme le barrage géant du Dnieprostoï. 30 janvier 1933. Les Soviétiques apprennent par de longs articles de la Pravda qu'en Allemagne, le chef du Parti national-socialiste, en abrégé nazi, Adolf Hitler, est devenu chancelier, c'est-à-dire Premier ministre. Quelques jours plus tard, le 10 février 1933, au Palais des Sports de Berlin, sous le slogan « Libérons l'Allemagne du marxisme ». Hitler rappelle que son ennemi principal est le communisme. À Moscou, Staline ne peut pas ignorer la menace d'un conflit armé avec Hitler. « 26 janvier 1934, 17e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Khrouchtchev, comme les autres staliniens, l'appelle le congrès des vainqueurs, parce que Staline annonce des résultats faramineux. Le plan quinquennal est réalisé avec 1 an d'avance. La production industrielle a doublé. L'Union soviétique a échappé à la grande crise qui vient de secouer l'Europe et les États-Unis. Tous les chiffres sont faux, mais l'euphorie est générale. Pourtant, cette grand-messe communiste restera dans l'histoire sous ce nom, le Congrès des fusillés. Car il réserve une mauvaise surprise à Staline. Celui qui est encore le plus proche de lui, Sergueï Kirov, lui révèle que certains délégués l'ont contacté en secret pour le remplacer. Et 300 des 1200 délégués, inquiets de la concentration totalitaire du pouvoir d'un seul homme, votent contre Staline. Il fera exécuter ou envoyer au goulag 1108 communistes participant à ce congrès dans les années qui vont suivre.
7 novembre 1934. Pour l'anniversaire de la Révolution, Staline monte sur le mausolée de Lénine avec Kirov. Ce sont les dernières images de son complice, le chef bolchevique de Leningrad, son compagnon de chasse. Kirov est abattu le 1er décembre 1934 à Leningrad par, officiellement, un mari jaloux. La mort de Kirov déclenche une terrible réaction en chaîne. Staline se sent menacé par une résistance intérieure. Il déclare la guerre à son peuple. Il plonge son pays dans une longue nuit qui va culminer en 1937 avec la Grande Terreur, un délire meurtrier qui fera 700 000 morts en un an. Staline, qui semble prier, profite de ce drame pour accuser ses ennemis d'un gigantesque complot, de tentatives d'assassinat contre lui et les autres membres du gouvernement. Il traque les trotskistes, les opposants réels ou supposés, même les plus grands héros de la Révolution, comme Nikolaï Boukharine, que Lénine appelait pourtant l'enfant chéri du parti. Staline organise des simulacres de jugement à grand spectacle qui resteront dans l'histoire sous ce nom, les procès de Moscou. Le 11 mars 1938, les accusés sont tous condamnés à mort. 98 membres du comité central du Parti communiste, les principaux responsables de la police, avec leur chef, Yagoda, une grande partie de l'état-major de l'armée rouge, avec, à sa tête, le maréchal Toukhatchevski, et ceux qui ont permis à Staline de prendre le pouvoir, Boukharine, Kamenev, Zinoviev. Boukharine écrit à Staline « Koba, à quoi ma mort va-t-elle te servir ?» Kamenev demande à Staline, qu'il avait sauvé 20 ans plus tôt, « Sais-tu ce qu'est la reconnaissance ?» Staline répond « C'est une maladie de chien. Les condamnés sont exécutés immédiatement. » Staline entreprend la construction d'un nouveau Moscou, qui sera la vitrine du socialisme. Comme Hitler et Mussolini, il veut du romain, du géant. Une tour de 500 mètres surmontée d'une statue de Lénine. Staline fait marcher sa machine de propagande à plein régime pour fabriquer des héros du travail, comme le mineur Alexis Stakhanov. C'est le plus grand mineur de tous les temps. Il extrait 14 fois plus de charbon que les autres, 100 tonnes en une journée, ce qui est impossible, mais donne naissance au mouvement stakhanoviste. Comme la jeune Ukrainienne Maria Demtchenko, elle est censée avoir ramassé 1 tonne de betteraves par jour. Staline lui dit « Tu peux pas aller jusqu'à 2 tonnes ?» Elle lui répond « Je peux même faire plus, camarade Staline. » Ou la petite Tadjik, Mamlakat Nakangova, qui a récolté une montagne de coton tout en continuant à apprendre à lire. Staline revêt alors le costume national tadjik pour inciter les peuples d'Asie centrale à dépasser, eux aussi, toutes les normes. Dépasser, c'est le rêve de Staline. Dépasser l'Amérique, qu'il admire tant. Tous ces exploits stakhanovistes sont de pures inventions. L'industrie soviétique entre dans l'ère du mensonge. Affolés par la terreur, ouvriers et responsables d'usines, menacés s'ils ne remplissent pas les quotas, mentent sur tout. Sur la qualité, la quantité, la fiabilité, le rendement. Le dernier acte de la terreur se joue à Mexico en 1940. Trotsky finit par croire qu'il est à l'abri. Il continue inlassablement à écrire, à dénoncer, dans ses livres, le stalinisme.
Le 20 août 1940, Staline lui fait défoncer le crâne par l'un de ses agents secrets.